Bonjour, bienvenue à un autre webinaire d'immigré.com. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui, encore une fois, un autre de nos webinaires. Je m'appelle Laurence Nadeau, cofondatrice d'immigré.com et nous sommes en direct de Montréal et aussi de France. Bonjour Alexandre, avec Alexandre Hainaut. Salut Laurence. Salut, ça va bien? Alors, on va parler encore visa de travailleurs temporaires aujourd'hui. On a une séance assez, pas nécessairement chargée, mais on a aujourd'hui, ils sont chanceux aujourd'hui. Ceux qui vont nous écouter vont pouvoir poser beaucoup de questions. On a une période de questions plus importante que d'habitude. Alors, il y a déjà au mois de février, on avait fait un webinaire sur les nouveautés 2025 par rapport au visa d'une façon générale. Et également, à l'automne, il y avait également un webinaire qui avait eu lieu seulement pour les étudiants. Si vous êtes étudiant puis vous voulez réécouter ce webinaire, en tout cas, c'est toujours en ligne sur YouTube. Mais aujourd'hui, on va parler des travailleurs temporaires. On va répondre à vos questions, même si ce n'est pas nécessairement dans le sujet direct, mais on va essayer avec Alexandre. Du coup, et également, voilà, il va y avoir une période de questions assez rapidement. Et j'aime toujours savoir, dans un premier temps, d'où vous nous écoutez, de quelle ville ou pays. Je vois que déjà, il y en a qui nous disent, voilà, de Sainte-Foy, dans la banlieue de Québec, de Côte d'Ivoire, de France, Val-David, au nord de Montréal, et ça va défiler tout à l'heure. Donc, toi, Alexandre, t'es celui qui est à Montréal aujourd'hui. Hein? Il fait Ouais. super beau à Montréal en ce moment. Super beau. Non, pas ensoleillé, Laurence. Je pense qu'on a certains participants qui ont plus de soleil que nous, c'est sûr. Mais non, c'est la fin de l'hiver. On sent le ciel un peu gris, il fait meilleur. On enlève la tuque, le bonnet. Et puis, on va commencer à ouvrir un peu le manteau. Et puis, changer de chaussures. Donc, c'est gris, c'est pas encore vert. On va attendre de la végétation. Tu disais que toi, tu en avais un peu plus en Europe. Oui, Mais, je suis quelques jours en France et bon, évidemment les fleurs et tout ça. Mais ici à Montréal, c'est surtout qu'il y a les poubelles, hein? Toute la poubelle, les poubelles qui sont accumulées sous la neige. Et là, de ce coup, elles sortent. Et c'est ça qui est un peu parfois décevant, mais qu'est-ce que tu veux? Alors, je vois que ça sort de Roberval, de République démocratique du Congo, de Saint-Jérôme, de Lomé, Côte d'Ivoire, de la Prairie, Montréal Downtown, de Corse, Kinshasa, de Rimouski, de Dunkerque, Québec, Tunisie, Sherbrooke, Algérie. Enfin, on fait un peu le tour un peu au Québec, un peu le nord de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Europe, Vaudreuil, Yaoundé, Cotonou, Togo, mon Dieu. Alors, de tour en France. Bon, alors, on va y aller, on va commencer. Donc, dans un premier temps, il y a un peu un changement. Il y a Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, parce qu'au Canada, la personne la plus importante, évidemment, à part le représentant de l'État, là, qui est le roi ou la reine d'Angleterre, c'est le premier ministre, c'est pas un régime présidentiel. Donc, Justin Trudeau nous a quittés. Et c'est Mark Carney qui a été élu, c'est-à-dire au sein des troupes libérales. Ce n'est pas le premier ministre élu du Canada par les résidents. Mais donc, il vient de déclencher d'ailleurs aujourd'hui, j'ai cru comprendre qu'il y aura des élections bientôt, mais il a fait une première rencontre avec le premier ministre du Québec, François Legault. Alors, de quoi ont-ils discuté et vers quoi vont-ils, Alexandre? Moi, j'étais pas dans la discussion, tu le sais, mais j'imagine. Puis on sait que François Legault, voyant la campagne fédérale arriver, donc notamment le débat entre conservateurs, libéraux, il y a le Bloc québécois et le NPD, principalement, Parti vert. Enfin, il y a plusieurs partis, mais les deux partis qui devraient se battre pour prendre le pouvoir devraient être donc les conservateurs et les libéraux. Et donc, dans sa rencontre, François Legault, Premier ministre du Québec, a mentionné encore une fois à Mark Carney qu'il allait lui demander de réduire l'immigration temporaire, notre sujet du jour. Donc, en tant que tel, continuer de limiter l'entrée des étudiants, c'est pas tout à fait notre thème aujourd'hui, mais des travailleurs également. Travailleurs s'entend ceux qui viennent de l'étranger pour travailler, bien sûr, au Canada et au Québec, dans son cas, et éventuellement aussi toute la problématique de prolongation de permis de travail. Je sais qu'on va avoir beaucoup de personnes qui sont déjà ici, qui ont des soucis. Est-ce qu'ils vont pouvoir rester? Dans quelles conditions? Les permis, le
le stress, les statuts implicites, le conjoint, la conjointe, l'employeur, quel salaire payer, tout ça va sûrement faire l'objet de plein de questions tantôt. Et donc, on essaiera de faire plaisir au plus grand nombre, de répondre à tout ça, ou au pire sur des questions plus particulières, essayer de les recentrer pour venir apporter des réponses plus collectives à l'ensemble de nos auditeurs. Mais on parle quand même d'une baisse généralisée qui est annoncée, ce qui est souhaité. Donc, le gouvernement Legault veut que ça continue, cette baisse-là? C'est comme ça qu'on peut... Oui, on entend bien sûr que ça continue pour des questions de réduction aussi, de pression sur la société québécoise, logement, augmenter le taux de chômage, ce genre de choses qui sera aussi l'objet de discussion tantôt parce que ça a des incidences en matière d'immigration. La seule chose dans cette position, bon, moi je suis avocat d'immigration pour faire venir des gens de l'étranger ou permettre à des étrangers de rester ici s'ils veulent devenir un jour citoyens canadiens et résidents permanents préalablement. Mais la question là-dessus aussi sur laquelle il faut quand même réfléchir, c'est, tu sais, venir couper, réduire les immigrants. Mais le jour où les incertitudes avec notre voisin américain, les incertitudes mondiales, une relance économique, si elle vient vite ou pas, on se retrouve avec potentiellement aussi des travailleurs intégrés qu'on n'aura plus. Et donc, relancer l'économie prendra aussi des délais supplémentaires pour retrouver de la main-d'œuvre et pouvoir faire des papiers, comme on dit, de manière simple. Donc, si tu veux, de venir dire, oui, stop à l'immigration, d'accord, peut-être que ça va alléger certaines pressions, mais quand on aura besoin de repartir à aller chercher, embaucher, recruter à l'étranger, on va se retrouver avec un démarrage qui va être poussif et qui va pas être si simple parce qu'on aura coupé dans les personnes qui nous auraient été utiles ou qui nous seront utiles dans quelques mois. D'accord. Alors, on va parler également, mentionner la fin de la période transitoire pour la liste de traitements simplifiés. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ça veut dire? La période transitoire, donc toujours au Québec, dans le cadre de certains types de permis de travail, on en reparlera, il y a une liste qui est établie par le gouvernement du Québec, qui est connue et considérée par le gouvernement fédéral. Et quand tu appartiens à cette liste de professions, dites les métiers en pénurie, l'employeur peut être dispensé de démarches d'affichage du poste, c'est-à-dire de prouver que tu as publié une annonce pendant quelques semaines pour essayer de trouver un résident permanent ou un citoyen canadien. Et donc, c'est une liste qui est importante parce que plus elle est large et plus elle est longue, plus il y a de professions admissibles et plus toi, en tant qu'employeur, tu peux éviter des délais, des démarches préalables pour aller présenter tes démarches administratives de permis de travail pour ton salarié au sein de ton entreprise ou le faire venir de l'étranger. Donc, c'est pas négligeable. Et là, il s'est passé, c'est que la fin de la période transitoire, c'est que la liste de l'année dernière valable pour 2024 et les 2 premiers mois de 2025 a été fortement coupée. On a été réduit jusqu'à plus de 200 professions à 76. Beaucoup de professions ont été retirées dans les métiers des services, le métier bancaire, le métier ressources humaines, les métiers, il y en a eu beaucoup qui ont été supprimés. Et donc là, la période transitoire, c'est de dire, OK, il y a la nouvelle liste qui rentre en vigueur le 24 février et l'ancienne est encore valable, celle de 200, pendant un mois. Donc là, jusqu'au 24 mars, et donc le 24 mars, autrement dit lundi. Donc, tu imagines bien que beaucoup de personnes essayent de soumettre, et beaucoup d'employeurs et beaucoup de professionnels assistent des entreprises pour soumettre des demandes avant vendredi pour pouvoir bénéficier de cette liste qui a été rédigée. Ça doit vous tenir bien occupé dans les cabinets d'immigration en ce moment. Est-ce que je me trompe Oui. Est-ce que je me trompe, le secteur de la restauration est retiré de ça ou je ne peux pas faire... Oui, il y en a beaucoup. La liste est assez limitée. Bon, il y a toujours certains professionnels dans les services des nouvelles technologies, de l'informatique, si tu veux, ça s'est maintenu, un peu toujours dans le génie. Mais après toute la période, donc tu sais, c'est sur les fameux codes CNP, on en reparlera, mais les codes CNP sont les codes de profession qui permettent de qualifier une profession à 5 chiffres. Et donc là, tous les codes qui commencent par les numéros en 6 dans le service, ça peut être restauration, ça peut être la vente, ça peut être beaucoup de choses, ont été supprimés de la liste. Donc, c'est des enjeux qui sont supprimés. Il doit en rester 4
je pense, profession de mémoire, services alimentaires, mais diplômés. Donc ça, c'est les personnes qui gèrent des services alimentaires, cafés, restaurants. Les cuisiniers diplômés, boulangers, et puis on doit avoir les bouchers. Je crois que ça doit être les 4 derniers dans les services. OK, d'accord. Je vois d'autres pays inusités qu'on voit peut-être moins souvent. L'île Maurice, on nous écoute d'île Maurice et d'Haïti, Haïti également. Troisième sujet que je voulais aborder avec toi, Alexandre, et après ça, on va aller pour une période de questions. Comme je disais, vous êtes très chanceux aujourd'hui. On va être généreux dans les questions, dans les réponses, en tout cas. Ça va être très long. On va parler un petit peu de la hausse des salaires au mois d'avril. Donc, une hausse des salaires annoncée. C'est une bonne nouvelle, ça, pour les nouveaux arrivants, pour les travailleurs temporaires? Bah, la hausse des salaires, on en parlera, ça a beaucoup d'incidences en termes, bien sûr, de permis de travail, de prolongation de permis de travail, de conformité au salaire antérieur, si tu es déjà ici à l'emploi, si tu veux prolonger ton permis, fermer ton permis, toutes ces notions, on va en parler tantôt. Oui, c'est une très bonne nouvelle, c'est normal. Puis je pense que c'est aussi légitime que les immigrants puissent être payés comme il se doit, et puis que la hausse le coût de la vie, là, oui. S'applique à eux-mêmes. En revanche, il faut faire attention, il y a beaucoup de choses. La hausse de salaire, ça a des incidences. Tu sais que là, il y a des programmes spécifiques qui sont sous moratoire, sous gel ou sous suspension en fonction du salaire. Bon, on parlera de ce qui s'est passé en septembre 24, ce qui s'est passé en novembre 24 aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a des salaires, il y a des ajustements donc là qui vont être en vigueur le 19 avril au niveau du Québec. Il y a des notions de quartile, tu sais, en fonction de l'expérience que tu revendiques dans une profession, moins de 2 ans, de 2 à 9 années d'expérience ou plus de 9 ans, bah, il y a des salaires de base qui s'appliquent, ça c'est au Québec. Puis après, il y a le salaire médium, le salaire moyen si tu veux. Et là, le salaire médian, bah, ça c'est un point important parce que c'est à partir de là qu'on peut qualifier des programmes, voler des hauts et bas salaires. Et normalement, il y a un ajustement au 30 avril. Le 30 avril, il y aura cet ajustement. Donc là, pas mal d'entreprises qui sont en train de réfléchir à dire, bah, je vais prolonger le permis sur le salaire à 32,96, 33, 34 $ pour être dans le bon volet. Bah, peut-être que ce ne sera plus possible parce que dans 1 mois et demi, on va passer à une hausse qui va venir impacter à la hausse, certainement, le salaire médian. Donc, si tu veux, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Puis, si tu dois afficher un poste pendant 3-4 mois, 3-4 semaines ou 5 semaines, et que tout d'un coup, quand tu es prêt à présenter ta demande, le poste que tu as affiché avec tel salaire, il est plus admissible parce qu'il faut le valoriser de 1 $, bah, ça change beaucoup de choses et ça peut être des impacts qui peuvent être très importants sur la durée du permis, sur le droit du conjoint d'avoir un permis de travail ouvert également. Donc, ouais, restez actif. Je sais que tu publies beaucoup. Moi aussi, tu le sais, sur LinkedIn, on essaye de tout le monde au courant. On fait ces webinaires aussi pour apporter les informations et synthétiser tout ce qui se passe. Mais les prochaines semaines risquent d'être assez intenses en termes d'actualité, de changement et d'imprévisibilité. Mais je crois que c'est un peu le monde dans lequel on vit maintenant, de toute façon. Oui, oui, non, c'est sûr que depuis, je dirais, septembre, en tout cas 2024, mi-2024, il y a eu beaucoup d'annonces en immigration et chaque semaine, même nous qui sommes là-dedans constamment, on avait de la difficulté à suivre le flot de nouvelles. Et là, même, alors comme oui, par rapport au salaire, ça semble toujours être une bonne nouvelle, mais pas nécessairement quand il y a des moratoires sur certains salaires dans certains secteurs. Non, est-ce que je me trompe? Dans Montréal-Laval, je pense en bas de 33 $. En tout cas, il y avait tout un jeu qui se jouait. Oui, c'est ça, tu as tout à fait raison. En dessous de 27,47 $ qui a été porté ensuite à 32,96 $. Tu pouvais plus présenter de demande à Montréal, sauf quelques exceptions liées à des professions. Ça a été étendu à Laval, ça a été reconduit de mars jusqu'en novembre. Ensuite, dépendant aussi de ce taux de salaire, bah, tu te retrouves avec des possibilités dans certaines zones urbaines à ne pas pouvoir présenter de demande si jamais le taux de chômage est supérieur à 6%. Donc, tu vois, ces impacts de salaire, d'économie, de mise en péril de l'économie a des incidences pour ceux qui ont besoin de travailleurs ou qui ont des activités qui se développent. Donc, ouais, l'immigration est plus que jamais liée à l'actualité. Les salaires sont importants.
et la prévisibilité est plus délicate, ou en tout cas l'information est essentielle pour bien faire ces démarches et ne pas se tromper. Alors, si dans les centres urbains comme Montréal et Laval, qui est juste au nord de Montréal, s'il y a comme une espèce de moratoire, si je peux dire, pour l'embauche de travailleurs, est-ce que c'est pas, si on est un travailleur qui cherche, si on veut vraiment se faire engager par une entreprise québécoise, de chercher en dehors des grands centres? Est-ce que c'est un conseil qu'on peut donner en ce moment? Il y a deux notions dans ta question aussi. C'est oui, bien sûr, puis c'est un peu peut-être la volonté aussi du gouvernement de permettre aussi des travailleurs des zones d'immigration en région un peu plus lointaines que les centres urbains où tout le monde peut se retrouver. Mais il y a aussi les modèles économiques qui sont dans les grands centres urbains, près des aéroports, pour tout ce qui est aussi du commerce ou tout ce que tu veux. Ça, c'est des impacts. Donc, les deux côtés. Si tu veux aller en région, oui, mais il faut aussi aller en région où il y a le travail. Où il y a du travail. Exactement, c'est toujours le point. Le deuxième point aussi là-dessus, ces impacts de moratoire, c'est lié aussi à des volets hauts et bas salaires. La vraie question, c'est de se dire, est-ce que c'est pas légitime aussi que par l'immigration, on induise une augmentation des salaires? Peut-être que les salaires étaient trop bas avant, ou peut-être qu'on abuse aussi des immigrants en leur offrant des salaires qui sont plus bas que ce que des Canadiens ou des résidents permanents pourraient accepter. Donc, tu sais, c'est des réajustements qui peuvent paraître compliqués parce que ça te ferme des chances d'immigration, mais qui sont peut-être humainement des bonnes considérations aussi pour respecter les travailleurs et leur permettre d'avoir une vie digne également. Ça, c'est des positions gouvernementales parfois pour expliquer leur position. Très bien, très bien. On a déjà répondu à quelques petites questions de départ. On va aller dans la période de questions. Vous êtes nombreux à nous écouter. Vous vous dites, j'ai manqué le début, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez réécouter par la suite et le partager à vos amis, ce webinaire qui sera en ligne à la fin de cette séance. Et évidemment, oui, sur la chaîne YouTube que vous pouvez lire en dessous. Et on va commencer avec les questions. Et je vais tout de suite faire le saut avec Sarah, qui pose la question tout simplement entre le traitement simplifié et le traitement régulier. Alors, je fais une simplification pour toi, Alexandre, et tu vas me dire si je suis complètement dans les patates, mais le traitement simplifié, c'est pas tout simplement des gens qui sont dans des domaines très, très recherchés. Et voilà, si un employeur les veut, c'est un traitement qui est simple, plus express, plus simple pour les embaucher. Est-ce que c'est près de la réalité? Oui, c'est pas loin. Si tu m'autorises quelques clarifications quand même, simplifié, régulier, il faut pas se mélanger. C'est que des démarches, là, on parle donc de programme des travailleurs étrangers temporaires, PTET. On parle donc de IMT, on parle de certificat d'acceptation du Québec, CAQ, et on parle de permis de travail. Donc, il y a toujours 3 étapes. Une étape, le IMT, l'étude d'impact sur le marché du travail qui est fédéral, le CAQ qui est québécois et le permis de travail qui est fédéral. Donc, c'est c'est un sandwich. En revanche, le traitement simplifié permet normalement, par rapport au programme régulier, si on prend la question comme ça, d'éviter l'affichage préalable. Donc, une étape 0 qui veut dire que normalement, on doit afficher le poste pour montrer qu'il n'y a pas de résident permanent ou citoyen qui pourrait accepter l'emploi. Et ça prend au moins 4 semaines à présenter sur différents sites, dont Guichet Emploi, dont 2 autres babillards, par exemple. C'est l'étape de l'EIMT qu'on peut résumer comme ça? C'est l'étape de l'affichage. C'est de montrer que je vais devoir faire des démarches pour le travailleur étranger parce que je n'ai pas de possibilité de trouver un travailleur local, si tu veux, résident permanent ou citoyen. Et ça, c'est du préalable avant de lancer tout ça. Donc, être en simplifié, ça permet d'éviter ça. Donc, tu gagnes 4 semaines, tu gagnes des démarches d'affichage, tu gagnes des démarches de montrer que tu as qualifié ou pas des personnes, que tu les as pas retenues. C'est important. Et surtout, c'est que ce préalable d'affichage, comme il crée un délai de 4 semaines de traitement, 4, 5, 6 semaines, ça peut aussi induire des incidences sur un changement de trimestre. Si on change de trimestre, tu commences ton affichage, imagine là en mars, mais tu vas le terminer au mois d'avril,
Et au mois d'avril, tu vas pouvoir présenter ta demande, mais ta demande, tu pourras peut-être plus de IMT, tu pourras peut-être plus la présenter parce que le taux de chômage aura augmenté, donc ça viendra te bloquer, ou parce que éventuellement le salaire aura augmenté par rapport à celui que tu avais présenté dans ton affichage et tu vas plus être conforme au moment de ta demande. Donc tu vois, c'est pas négligeable de pouvoir bénéficier du simplifié. Et comme on le disait tantôt, le simplifié, on est passé de plus de 200 professions à 76. Oui. Donc, beaucoup plus de démarches à venir à partir de mardi prochain pour les employeurs du Québec et des incertitudes, comme je te le disais, parce que parfois, on va être à cheval sur 2 trimestres, des changements de salaire, des changements de conditions de taux de chômage. Et donc, peut-être au moment où tu commences ton affichage, tu es admissible à tout présenter. Et au moment où tu le termineras pour commencer tes démarches, tu ne pourras plus le faire. Une question, où trouver cette liste? C'est sûr, je vais vous dire d'aller sur immigré.com, taper dans la petite loupe moteur de recherche démarches simplifiées. Mais sur le site d'Immigration Québec, évidemment, si vous cherchez sur Google démarches simplifiées Québec, n'est-ce pas? Vous allez tomber dessus. Une première question. En fait, le plus simple en moteur de recherche, tu tombes toujours sur la première ligne, c'est traitement simplifié. Tu peux rajouter Québec, mais traitement simplifié, ça devrait fonctionner très vite, tu vas l'avoir tout de suite. Et ça doit avoir le petit drapeau du Québec sur la première page. Non, c'est pas la Assurez-vous que vous êtes bien sur un site officiel ou sur immigré.com, mais pas sur n'importe quoi, là, attention. Alors, Nathalie, pour ceux qui sont déjà au Canada et qui veulent avoir la résidence permanente et avec un diplôme du Canada, comment ça se passe? Est-ce obligatoire de travailler par rapport au diplôme obtenu? Bon, là, on est un peu plus sur de la résidence permanente. Le point, on va répondre, mais c'est pas tout à fait dans ce que tu voulais qu'on aborde uniquement aujourd'hui. Travailler à date est important. Travailler, avoir un permis de travail. Donc, si on a étudié normalement, on est titulaire à la suite de ses études d'un permis de travail ouvert post-diplôme. Ce permis de travail ouvert post-diplôme est le Saint Graal ou un gros sésame parce qu'il permet de travailler pour n'importe quel employeur puisqu'il est ouvert. Donc là, il n'y a pas toutes les démarches qu'on était en train d'évoquer, il n'y a pas le traitement simplifié. En revanche, ce permis de travail ouvert, il est important si on est dans un schéma de couple. C'est-à-dire que ce permis ouvert, il peut permettre de travailler. En travaillant, on peut générer un permis ouvert pour son conjoint ou sa conjointe, sous réserve que le métier puisse être suffisamment qualifié. On en parlera sûrement dans beaucoup de questions tantôt, mais tu sais que le 21 janvier, il y a une réforme qui a complexifié la possibilité pour les conjoints d'obtenir un permis de travail ouvert parce que c'est lié non seulement à la durée du permis qui est accordé au requérant principal, à l'autre, et c'est aussi soumis à la qualité de l'emploi, c'est-à-dire à la qualification assez haute de la profession, parce que sinon, tu es sur une autre liste assez restrictive de professions admissibles si tu n'es pas hautement qualifié. Donc oui, il y a des enjeux, même des permis ouverts, même des personnes qui ont passé du temps ici, même des personnes qui ont été diplômées, même des personnes qui ont un permis ouvert, il n'est pas certain qu'ils puissent voir aboutir leur projet de résidence permanente et peut-être surtout de rester vivre au Québec en famille. Et ça, c'est malheureux. Oui, ça c'est malheureux. On a vu beaucoup de détresse, on sent beaucoup de détresse auprès des travailleurs temporaires. Et en effet, le changement-là du 21 janvier par rapport aux conjoints, c'est vraiment pas évident pour eux. Parce qu'avant, un conjoint par défaut, après, moi que je me trompe, Alexandre, tu vas me reprendre, mais pouvait avoir un permis pour travailler dans son domaine. C'était pas si compliqué que ça. Enfin, voilà. Janvier qui pose la question. Bonjour, mon fils, donc français, termine ses études, j'imagine, en 2027 à Montréal pour demander donc un PTPD. On demande un test de langue. Est-ce que le TEF Canada valide au Québec? Oui, encore une fois, là, c'est vraiment donc l'obtention du permis de travail à l'issue des études. Bon, dans 2 ans, il
y a beaucoup d'eau qui peut couler sous les ponts. C'est pas évident de se projeter en ce moment aussi loin. En revanche, oui, c'est un test de langue qui est justifié, et le TEF Canada, bien qu'il soit Canada, il est normalement admissible au Québec. Mais de toute façon, la demande de permis de travail post-diplôme est une demande fédérale. Qu'on soit au Québec ou pas, elle est analysée au niveau fédéral avec les tests fédéraux qui sont admissibles. Petite question, je suis dans la maintenance industrielle. Comment savoir si mon métier est dans la liste des métiers demandés? Alors, je trouve cette question intéressante parce que tout le monde se demande toujours, est-ce que mon domaine est recherché? Évidemment, comme on parlait tout à l'heure de la liste des démarches simplifiées, c'est évidemment des gens qui sont très recherchés, qui sont en pénurie. Mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, Alexandre, pour qu'importe, même si on est en dehors de la liste, si on n'est pas dans la liste de traitement simplifié, pour essayer de trouver si son domaine est recherché? Il y a deux choses. Déjà, avant de savoir si on est dans la liste, il faut savoir quel est le code qui est admissible à la profession. C'est ça qui est le point essentiel. Ouais. Parce que Le la liste, CNP, oui. le Code national des professions, donc avec les FER, FER 0, 1, 2, 3, 4, 1. Donc ça, c'est important de déterminer son code CNP. À partir de là, on saura tout de suite si on pense, puisqu'en fait, sous ce code générique, il y a une profession qui est liée. On en prend une par exemple, si tu veux, 72 310. 72 310, c'est les briqueteurs, les maçons. Tu les connais par cœur, mon Dieu. Bon, ouais, certains, on en fait beaucoup, mais dans l'idée, si tu es là-dessus, ben, ton code, c'est un 72 310, il est dans la liste des professions en pénurie. Donc, tu fais partie des 76. 72 310, après, tu regardes si éventuellement tu pourrais, si tu es en situation de couple, être dans la liste aussi du permis qui autoriserait à pouvoir générer un permis pour ta conjointe. Donc, tu vois, cette qualification du code CNP est importante. Puis, en fonction de ce code CNP, tu pourras aussi valider avant le 19 mars, en fonction de l'expérience que tu voudrais revendiquer, que tu es sur 0, 2 ans, 2, 9 ans ou plus de 9 ans d'expérience, et donc déterminer le salaire qui est applicable à ton quartile. Puis en fonction, quand tu auras déterminé ça, ton salaire applicable, tu verras aussi si le salaire que tu pourrais négocier ou qui t'est proposé par ton employeur te permet d'être au-dessus du salaire médian et éventuellement majoré pour être certain que tu puisses être dans le haut ou dans le bas salaire pour t'assurer que tu aies le droit à un permis de 1 ou 3 ans et que tu ne sois pas sous les moratoires, sous les gels, par exemple, si ton employeur se trouve à l'aval. Donc, si tu veux, la détermination du code CNP dans une démarche d'immigration de résidence temporaire pour venir travailler ou rester pour travailler est un enjeu essentiel à date. Donc, CNP, classification nationale des professions. Allez sur Google, essayez de trouver ça. Et qu'est-ce qui est relié à votre profession? Et comme ça, vous faites les démarches pour voir si vous êtes recherché et tout ça. Une question très générale, mais que je trouve quand même intéressante, madame. Bon, excusez, que veut dire le travail permanent au Canada? Qu'est-ce qu'un travail permanent? Est-ce que quelqu'un a un travail permanent? Je me pose même la question. Je pense pas, mais je ne sais pas si la personne confondait avec le visa permanent ou travail permanent. Mais on peut venir sur des notions quand même. Tu sais que non, peu importe, même si tu es dans une négociation avec un employeur, tu es à l'extérieur du pays, tu es en négociation avec un employeur québécois qui veut t'offrir un poste permanent. Peut signer un poste, t'offrir un contrat s'il décide de le rédiger comme ça. Mais de toute façon, si tu viens avec un droit qui est de travailler, donc un permis de travail, par définition, tu es un travailleur étranger temporaire. Donc, même si tu as un contrat permanent ou à durée indéterminée, ton statut au Canada sera, lui, limité par la durée qui te sera accordée de ton permis de travail et qui conduira, même pour le même employeur, même avec toujours le même contrat permanent ou indéterminé qui t'a été offert, de prolonger ton statut de travailleur, donc ton permis de travail, tant que tu n'as pas obtenu ta résidence permanente. Donc, si tu veux, il n'y a pas de notion permanent, il n'y a pas de travail permanent, comme il n'y a pas de travail perpétuel ou des contrats indéterminés. Même un contrat indéterminé n'empêche pas à un moment, sous certaines conditions, qu'il soit mis fin à la relation de travail.
Merci Alexandre. Je vois qu'on nous écoute également d'Ukraine, quand même un pays qui est beaucoup dans l'actualité. Alors j'aimerais saluer nos amis qui nous écoutent. Ne nous quittez pas, nous allons revenir dans quelques instants pour plus de périodes de questions. Nous sommes de retour suite à cette petite pause. Donc, on continue la période de questions avec Alexandre. Et justement, on a une question toute dédiée à toi, Alexandre. Monsieur Alexandre. Alors, j'ai obtenu un visa de travailleur de 3 ans pour le Québec en tant que cuisinier, donc le 4 novembre 2024. Ben, bravo. L'employeur a demandé d'attendre le temps de programmer ma venue. Donc, c'est une bonne réponse. Je ne sais pas quelle est la question, je ne sais pas, ou je ne sais pas si tu veux. Là, il y a différentes choses. Je vais essayer de la transformer pour apporter quelques réponses à l'ensemble de notre histoire. Mais peut-être que je vois le sud de la question. Après avoir obtenu mon visa en tant que cuisinier, l'employeur a annulé ma venue au Canada pour des raisons économiques. Pour mon nouveau poste, j'aurai un nouveau visa, EIMT. Bon, voilà, il essaie de comprendre. Ce qui a priori s'est passé, c'est qu'on a donc un chef de cuisine, un cuisinier, qui a fait une demande de l'extérieur du Canada pour un employeur qui voulait le recevoir ici, qui a soumis une démarche d'études d'impact sur le marché du travail, le IMT. L'IMT. A fait valider, si tu veux, c'est valider l'offre d'emploi qui était offerte aux travailleurs étrangers, en l'espèce. Et puis ensuite, il a obtenu au niveau du Québec un certificat d'acceptation du Québec, montrait le profil, les diplômes, que tout ça correspondait à l'offre d'emploi qui était offerte. Et avec tout ça, le IMT et le CAQ obtenu, un permis de travail a été présenté de l'extérieur auprès des services de l'ambassade du pays ou dépendant. Et puis, on a demandé éventuellement s'il y avait besoin d'un visa, l'envoi du passeport. On a collé l'étiquette dedans. Et il y avait la lettre qui permettait après de venir et de se présenter à l'aéroport et d'obtenir, avec toutes ces autorisations préalables, le permis de travail. Sauf que là, quand ça a été obtenu, quand l'autorisation a été accordée pour l'employeur a dit « Oh non, là, au vu de la situation, ma conjoncture, perte de marché ou mon restaurant ne marche plus, je ne peux plus te prendre et donc je suis désolé, tu peux venir, mais moi, j'ai plus d'emploi, donc si tu avais le permis fermé pour moi, tu ne pourrais pas travailler et il est fort probable que j'informe les services d'immigration que c'est fini de mon côté. » Donc là, le cuisinier étranger se retrouve avec toutes des démarches qui ont été accomplies et n'a plus la possibilité de venir. Donc, est-ce qu'il faudrait trouver un nouveau employeur qui ferait les mêmes démarches? Normalement, c'est ce que ça prend, oui, pour avoir sa nouvelle lettre d'autorisation. On ne peut pas utiliser ce qui a été fait préalablement pour un nouvel employeur, puisque c'est pas la même offre d'emploi, c'est pas le même CAQ lié à la même entreprise, et c'est pas le même permis qui a été approuvé. En revanche, l'intérêt, c'est que les démarches avec ce profil et telles qu'elles ont été présentées induisent que la personne a déjà été contrôlée sur sa compétence professionnelle et donc pour un nouvel employeur, potentiellement, il devrait pouvoir obtenir les mêmes autorisations, on imagine bien. On l'espère pour lui. Anaïs, je suis en PTPD qui arrive à échéance en octobre. Je viens de recevoir ma lettre d'introduction pour le permis JP, donc jeune professionnel. Y a-t-il des contraintes de voyage par rapport à l'activation du nouveau permis? Ouais, bon. Alors, traduisons un tout petit peu tout ça, Anaïs, pour ceux qui nous écoutent. Donc, PTPD, c'est un permis de travail post-diplôme. Donc, Anaïs a étudié ici, puis elle a obtenu un droit d'avoir un permis ouvert pour 1, 2, 3 ans, dépendant de son schéma d'études. Ce permis ouvert arrive à échéance en octobre. Entre-temps, puisqu'elle remplit certains critères, peut-être françaises, de moins de 36 ans,
Elle a sollicité un jeune professionnel, donc un permis de travail cette fois-ci fermé, dans le cadre d'Expérience Internationale Canada, en disant, bon, ben voilà, j'ai un employeur, puis je veux obtenir un permis pour pouvoir travailler 2 ans potentiellement pour cette entreprise. Donc ces démarches ont été faites, elles ont conduit à ce qu'une approbation soit accordée, une lettre d'introduction. Cette lettre d'introduction a normalement une durée de validité d'1 année. Tu as 1 année pour la présenter aux agents des services frontaliers, c'est-à-dire au point d'entrée, pour émettre un permis de travail potentiellement de 2 ans, sous réserve de certaines conditions, notamment d'assurance. Et donc là, la vraie question, c'est quand on est au Canada, comme c'est le cas a priori pour Anaïs, c'est qu'au Canada, le 24 décembre, le tour de poteau, la faculté de pouvoir se présenter au point d'entrée en sortant du Canada, en tournant autour du poteau invisible, de se faire refuser l'entrée aux États-Unis et se représenter à la frontière canadienne pour montrer cette fameuse lettre d'introduction d'Anaïs, c'est plus possible. Tu ne peux plus faire ça. Il fallait téléphoner, prendre des rendez-vous, mais c'est fini depuis le 24 décembre. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Dans des situations comme Anaïs, c'est de dire, je vais aller faire un voyage à l'extérieur, je vais aller aux États-Unis 2 jours à New York et je reviens à l'aéroport. Faire ça, c'est pas à faire. D'abord, il faut rentrer aux États-Unis en cette période, c'est pas toujours évident. Pour des Canadiens, même nous, ça devient compliqué. Alors, imaginons pour des étrangers. Et là, la question, faire ça pourrait être considéré comme un tour de poteau. Donc, un déplacement à Saint-Pierre-et-Miquelon ou aux États-Unis serait potentiellement considéré, même par avion, pour se représenter au l'aéroport de Montréal, comme un tour de poteau. Donc après, même si c'est terrestre, même si c'est par voiture, puis elle va un week-end à New York, ça pourrait fonctionner? Ça ne devrait pas fonctionner. Un séjour comme ça serait considéré terrestre. Même avion et retour à l'aéroport de Montréal ne devrait pas fonctionner pour les États-Unis. Donc là, ça veut dire que tu es ici, tu as fait des démarches, tu travailles, tu as un permis, là, il y a une durée d'1 an. Ça devrait induire que Anaïs se déplace à l'extérieur du Canada, pas pour une période potentiellement d'1 journée, qu'elle rentre en France ou qu'elle aille faire un vrai voyage prévu avec tous les papiers qu'il faut pour qu'à son retour au pays, le permis soit émis. C'est là que ça prend. Alors, des émissions pour des gens qui sont au Canada, mais qui doivent faire la présentation de cette lettre d'introduction au point d'entrée. On essaye de voir si des règles pourraient être mises en place par le Canada en interne pour les gens qui présentent leur demande en disant qu'ils habitent là pour éviter qu'ils aient à sortir du pays pour faire émettre. Mais à date, c'est pas forcément la position de principe qui a été prise par le gouvernement canadien. Alors, si elle va, par exemple, à Las Vegas, qui connaissait les billets coûtent souvent moins cher, en tout cas comme destination américaine de Montréal, est-ce qu'il vaut mieux qu'elle aille à Las Vegas ou en Islande pour essayer de faire des économies, là, parce que c'est ça, avant le tour. Ta vraie question, c'est écarte les États-Unis si tu veux vraiment pas te mettre dans le trou, ça devrait pas passer. Donc Las Vegas, même écarte ça, même si elle veut aller se marier devant Elvis, en profiter, ça sert à rien, je le ferai pas. Maintenant, aller en Islande pour Islande, potentiellement, si tu peux trouver, s'il n'y a pas d'objet, rentre dans ton pays d'origine, si tu peux avoir de la chance d'avoir des vols directs, profites-en si tu ne l'as pas fait pour saluer la famille, voir les amis, te ressourcer un petit peu, prendre ça comme des vacances et revenir et avoir la tranquillité devant toi. Mais c'est le conseil à date qui est là, essayer d'agrémenter ton voyage un peu imposé par une possibilité de saluer la famille et de se ressourcer un petit peu. Mais évitons les États-Unis. D'accord, OK. Bon, alors, une question maintenant par rapport au PEC. Quels sont les emplois admissibles au PEC, donc le programme de l'expérience québécoise? J'ai déjà plus de 2 ans d'expérience de travail au Québec et je ne sais pas si je dois postuler. Je dois postuler sur le poste ou le PEC. Enfin, je comprends. Je suis commis en entrepôt. Bon, là encore une fois, c'est pas tout à fait le sujet du jour, puisque ça c'est de la résidence permanente. Le PEC, c'est une façon d'obtenir le certificat de sélection, le CSQ, pour demander la résidence permanente au Québec. En revanche, les emplois, donc normalement pour présenter une demande de certificat de sélection du Québec dans le cadre de l'expérience québécoise, donc du PEC, ça prend
principalement 4 critères. D'avoir un permis de travail ou un droit de travailler. Donc ça doit être le cas, j'imagine, d'Oumar. Le deuxième, c'est de travailler 30 heures par semaine. Donc ça c'est ce qu'on appelle du temps plein à partir de là. De parler un niveau de français suffisant. Et le dernier, c'est de travailler dans un métier suffisamment qualifié. Donc là, c'est code CNP tout à l'heure, et c'est les faire 0, 1, 2 ou 3, c'est-à-dire sur le code CNP de 5 chiffres, c'est le deuxième chiffre qui doit être 0, 1, 2 ou 3. Et ça, c'est ça qui permet éventuellement de pouvoir candidater. Le CNP, bon, on revient là-dessus, c'est la classification nationale des professions dont on parlait tout à l'heure, là, qui est une chose assez importante dans toutes les démarches, souvent. Également, il y a Sabrina qui pose la question par rapport à elle attend toujours son permis d'études sur la plateforme RSQ, sachant que j'ai eu une prescription de l'OIQ et retenue par le Bas-Saint-Laurent. Pourquoi tout ce retard, pose Sabrina? Bon, là c'est quand même un tout petit peu particulier. RSQ, c'est le réseau santé du Québec, donc Oui. c'est une plateforme pour les professionnels de la santé. L'OIQ, c'est l'ordre professionnel des infirmiers du Québec. Donc on est là. Et éventuellement une proposition d'être à l'emploi au Bas-Saint-Laurent. Je m'excuse. Maintenant, le retard, il n'y a plus vraiment de délai. Le problème, c'est qu'on a toujours en tête des délais, souvent par analogie de ce qui a pu se faire pour d'autres personnes. Puis l'analogie n'est pas toujours très bonne conseillère. Et puis, par clarté, par transparence, les ministères, les organismes publics ont vocation à publier des délais ou des délais moyens pour savoir à peu près à quoi s'attendre. Et ça fait partie des soi-disant politiques clientèle ou positifs pour la clientèle. Maintenant, la question, c'est que ces délais, le problème, c'est que quand ils sont pas tenus, on se retrouve à être frustré parce que c'est bien au-delà de ce qui est mentionné. Et quand les délais sont mentionnés pour être larges, pour éviter d'appeler cette frustration, ils nous paraissent trop longs. Mais pourquoi tout ce retard? Parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Peut-être parfois il y a trop de demandes. Peut-être parfois il n'y a pas assez de ressources. Peut-être parfois il y a des instructions de ne pas traiter trop vite. Peut-être parfois il y a des blocages budgétaires, donc on change d'année ou d'année civile ou d'année de budget, et donc les demandes sont gelées pendant quelques mois le temps qu'on ait le financement pour. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être prises en compte, Sabrina, mais est-ce que les délais sont trop longs et est-ce qu'on pourrait s'attendre à des services plus rapides? Oui, on le souhaiterait tous, ça c'est certain. Une question de Marguerite. J'ai un permis de travail fermé, TET, de 2 ans. Mon employeur va fermer l'écurie. Je perds mon travail. Quelles sont mes options si je ne veux pas partir du Québec? Alors, là, c'est beaucoup de choses intéressantes. Bon, permis de travail fermé TET, donc travailleur étranger temporaire. Donc là, ça veut dire que c'est une EIMT et un CAQ, un permis fermé pour un employeur spécifique qui a été accordé. Le permis de travail, c'est le droit de pouvoir travailler pour cet employeur, pour cette appellation d'emploi et pour ce lieu spécifique mentionné sur le permis de travail. Quand on est au Canada. C'est-à-dire que c'est juste l'autorisation, quand tu es au Canada, de pouvoir travailler pour cet emploi et sous cette appellation. Maintenant, si ton employeur décide de mettre un terme à ton contrat et que tu ne peux plus travailler, puisqu'il n'est plus à te réceptionner dans l'emploi, tu ne perds pas automatiquement ton statut au Canada. C'est-à-dire que ton permis est toujours valide, ton droit d'être au Canada à titre de travailleur est existant. En revanche, ta possibilité de travailler légalement n'est plus accordée. Donc là, la position à prendre, c'est de trouver une façon de faire pour changer le permis de travail, soit espérer pouvoir obtenir un permis ouvert, mais qui prendra probablement plusieurs semaines, donc sans pouvoir travailler en attendant d'avoir cette liberté d'accepter n'importe quel emploi, soit il va falloir trouver un employeur qui est prêt à faire des démarches avec étude d'impact EIMT ou non, pour permettre d'obtenir un nouveau permis de travail fermé et éventuellement, dans certains cas,
revendiquer des politiques d'intérêt public pour pouvoir changer d'employeur, c'est-à-dire ne pas attendre parfois le délai de traitement d'un permis qui va être de 4-5 mois, de pouvoir commencer à travailler assez vite grâce à une autorisation intérimaire. Donc il n'y a pas de mise en péril d'obligation de quitter tout de suite, mais il y a surtout, dès qu'il y a eu cette notification de fin d'emploi, l'impossibilité de travailler en conformité avec le permis de travail. Merci Alexandre. Question de Catherine que je trouve fort intéressante. Je suis en France. Existe-t-il une liste des entreprises françaises travaillant au Canada, au Québec? Je suis infirmière anesthésiste et psychologue. Que me conseillez-vous? Ben, moi, si je peux commencer à répondre à la question et tu prends la balle, tu attrapes la balle si tu veux, là, mais premièrement, il y a Unifrance, il me semble, qui existe, ce site web justement qui organise les entreprises françaises des stages, mais bon, peut-être qu'on n'est pas au niveau d'un stage, là, à son niveau d'études et d'expérience de travail. Mais également, il y a la Chambre de commerce française au Canada qui est installée, je pense, qui est installée principalement, qui a une antenne à Montréal qu'elle pourrait contacter là, si elle cherche spécifiquement des entreprises françaises. En tout cas, c'est ce qui me vient à l'idée là, tout de suite. Je ne sais pas à quelle démarche tu penses, toi, Alexandre? Moi, je ne le lis pas de la même façon que toi. Ces deux lignes-là, je ne les vois pas de la même façon. Moi, c'est des lunettes d'avocat que tu regardes la question. C'est ça, regarde, tu as vu. Mais non, moi, je le lirais de manière différente, Laurence. C'est que si je vois ça, je ne me pose pas tout à fait la même question de savoir qui serait, où sont les listes pour savoir quel employeur me prendrait. Déjà, est-ce que tu es infirmière anesthésiste ou est-ce que tu es psychologue? C'est deux choses différentes. C'est pas la même profession. Si tu rentres au Canada avec un employeur pour un permis de travail, on va te demander d'avoir un permis de travail spécifique lié à une profession. Alors, je sais pas si on peut être infirmière psychologue, mais j'imagine infirmière anesthésiste et psychologue. Là, la question, c'est déjà de savoir ce que tu vas être, quelle profession tu vas exercer. Oui. Sauf avoir un permis ouvert, tu ne peux pas normalement exercer les deux. Il va falloir que tu en choisisses une et que les démarches soient faites pour l'un ou l'autre. Puis si après tu lis infirmière, anesthésiste ou psychologue, sont deux professions qui sont soumises à des ordres professionnels. Donc déjà, pour pouvoir exercer ces métiers, il faut avoir les autorisations ordinales, c'est-à-dire les permis d'exercice de la profession. Et ceci, même si on travaille pour une entreprise française installée au Québec. C'est ça qu'il faut préciser aussi. Oui, c'est le lieu d'emploi qui a induit partie de l'ordre, si c'est le cas. Donc là, c'est déjà ces démarches-là qui sont principalement des reconnaissances, des diplômes, de l'expérience pour aller chercher l'autorisation ou l'inscription à l'ordre. Ensuite, une fois que tu as mis ça en place, et éventuellement ou en parallèle de chercher des entreprises françaises qui pourraient embaucher, pourquoi pas? Parfois, il y a des requalifications. Des psychologues, infirmières peuvent venir peut-être sur des professions différentes, travailler dans le communautaire, dans l'intervention sociale, sans être forcément travailleur social. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes. Parfois, ça prend une requalification du poste ou l'utilisation des compétences, mais pas forcément dans le même libellé pour éviter parfois l'inscription aux ordres. Mais si, bien sûr, ça reste conforme à la réalité du travail. Donc, c'est pas évident. Après, des listes, on en trouve. Il y a des sociétés. Après, comme tu dis, je pense que des chambres, comme tu le mentionnais, ou des services consulaires, peut-être, ont des choses qui permettent d'avoir accès à des entreprises françaises pour parler avec des personnes qui comprennent. Aussi, ça fait penser le consulat français de Montréal, comme celui de Vancouver ou Toronto ou ailleurs, a certainement une liste des entreprises françaises. Bon, et je pense, alors il faut bien comprendre, même si on travaille pour un établissement français d'enseignement, par exemple, je nomme par exemple le Collège Marie de France à Montréal, dans Côte-des-Neiges, même si elle voulait travailler comme infirmière ou psychologue là, il faudrait quand même des reconnaissances des titres au Québec. C'est pas parce qu'on travaille pour une entreprise française qu'on ne doit pas être reconnu sur place. Parfois, j'entends au fil des ans des questions là, où les gens pensent que c'est en dehors mais si on est sur le territoire, on est lié. Le PMI, le fameux PMI+, aussi, est-il toujours d'actualité et quels sont les délais? Est-ce que tu es au courant de
Ouais, c'est une bonne question. Bon, le PMI+, c'est le permis pour lequel je me suis battu de nombreuses années, donc je le Ah, connais assez bien, je l'aime bien. ah, Le PMI+, était une sorte de permis un peu pour une petite clé pour lever le verrou et permettre de venir au Canada, au Québec, une fois qu'on avait obtenu le certificat de sélection du Québec dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés, le fameux CSQ via le PRTQ, et qu'on était à l'étranger. Donc c'était pour dire, j'ai obtenu mon sésame provincial québécois, je vais présenter et obtenir la résidence permanente de l'extérieur du Canada, et je voudrais pouvoir entrer sous une forme ouverte pour commencer mon intégration à la société québécoise en travaillant avec un permis ouvert. Bon. Mais ça, c'était la possibilité avec le PRTQ. Le PRTQ, Programme régulier des travailleurs qualifiés, a été gelé le 31 octobre, donc il n'est plus possible, mais il a été substitué le 29 novembre par le PSTQ, qui lui-même a subi le gel, le moratoire. Donc à date, en fait, il n'y a plus de personnes qui peuvent obtenir de CSQ dans ces programmes-là, sauf ceux qui avaient déjà une invitation avant la suspension le 31 octobre. Donc ceux qui ont un CSQ qui arrive là, en étant à l'extérieur, dans le cadre de ces programmes-là, pourraient normalement, on en présente de moins en moins, aller chercher bien sûr revendiquer le PMI+, donc un permis ouvert pour venir au Canada dans l'attente de la résidence. et rapidement, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que le PMI tout court existe toujours maintenant ou c'est nécessairement un PMI plus? Le PMI+, dans ce cadre-là, c'est vraiment c'est un permis de travail qui est prévu dans le cadre du programme de mobilité internationale, donc le PMI. Le PMI, c'est un programme qui regroupe l'ensemble des fameux codes de dispense d'études d'impact, le A73, le A75, le C20, le C21, le T52, le C60, tout ce qu'on veut, tous ces codes-là, qui sont des codes en fait qui évitent à l'employeur et aux salariés de faire une démarche d'études d'impact et de CAQ au Québec. Donc le PMI+ est une spécificité particulière et un code spécifique pour ceux qui ont obtenu le CSQ de l'extérieur. Et justement, pour faire le lien avec ça, une question de Katia, un de mes employeurs, donc qui est français, sous PVQ, donc le programme Vacances-Travail, nous a parlé d'ouverture du PSTQ, donc dont on parlait tout à l'heure, le fameux moratoire jusqu'au 30 juin 2025. Qu'en est-il? Que va-t-il se passer le lendemain du 30 juin? Là, il y a beaucoup de points à prendre en considération, surtout de la part d'un employeur québécois. Là, la question PVT, donc le travailleur est à date titulaire d'un permis de travail, de vacances-travail, permis ouvert, pour pouvoir travailler a priori pendant 2 ans pour Katia. À un moment donné, son permis va arriver à expirer, peut-être, j'en sais rien, en octobre 2025. Et donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Soit il va attendre d'avoir les 2 ans d'emploi et d'être toujours en droit de travailler pour présenter une demande de certificat de sélection du Québec dans le cadre du PEQ, parce que c'est le seul programme qui existe. Donc là, c'est pour aller chercher son certificat de sélection du Québec 6 mois plus tard et ensuite présenter la résidence permanente qui prendra peut-être un maximum de 6 mois. Donc tout ça, il pourrait finir par devenir résident permanent. La seule chose, c'est que pour aller chercher le PEQ, il faut avoir 2 ans d'emploi avec son PVT et son PVT est d'une durée de 2 ans. Donc ça va induire de devoir prolonger son permis de travail, comme on le disait, avec IMT, avec toutes les difficultés qui peuvent exister dépendant du lieu d'emploi, de la qualification, du couple, tout ce que tu veux. Le PSTQ, c'est simplement s'il est réouvert le 30 juin, sous réserve d'en connaître les règles, les critères, la pondération, les degrés, les critères d'invitation, va permettre d'aller chercher le CSQ sans forcément qu'on ait à revendiquer 2 ans d'emploi comme dans le cadre du PEQ. Donc c'est juste une facilité d'aller chercher le certificat de sélection du Québec et la résidence permanente potentielle et éventuellement avec le certificat de sélection du Québec permettre à l'employeur de prolonger le permis de travail, par exemple en A73, en dispense d'études d'impact de IMT parce que la personne aura son CSQ
et pourra attendre tranquillement la résidence. C'est un permis pour relier et prolonger le PVT, par exemple. Donc, est-ce que la réouverture du PSTQ au 30 juin est importante? Oui, sous réserve d'en connaître les critères, sous réserve de pouvoir y candidater et d'y être invité. Est-ce que ça va changer la vie à court terme si le permis de l'employé de Katia vient à expirer bientôt? Le PSTQ n'aura pas d'incidence particulière. Je vois également, merci Alexandre, je vois également de nombreuses questions sur la résidence permanente, si ça vaut la peine d'émigrer, tout ça. On ne parle pas de ça aujourd'hui, on parle vraiment des travailleurs temporaires, mais on comprend, on vous entend qu'il y a beaucoup de questionnements. Est-ce que dans le Canada et le Québec n'est pas en train de fermer les portes? Il y a toujours l'immigration permanente, mais rapportez-vous aux autres webinaires là-dessus peut-être ou au futur. Inscrivez-vous sur notre newsletter justement pour ne pas manquer les prochains webinaires. On parlera plus d'immigration permanente. Mais si je peux quand même poser la question de Melvina, qui semble être un peu embarrassée parce que pour l'instant, elle est dans une immigration temporaire qui espère se transforme en immigration permanente, en résidence. Il manque 2 mois pour pouvoir déposer une demande de RP via le programme PEQ. Donc, les employeurs ne veulent pas faire de permis fermé. Quelle autre solution elle peut avoir? Melvina, bienvenue dans mon bureau. Je reçois ce type de demande des dizaines de fois par semaine, si ce n'est par jour. Donc, oui, c'est toute la problématique. Là, le projet pour un peu tout l'auditoire, encore une fois, c'est de dire que Melvina est venue avec un permis de travail d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de permis, ça peut être grâce à son conjoint, sa conjointe, ça peut être un post-diplôme, ça peut être éventuellement un PVT, ça peut être un permis fermé. Donc, elle travaille bientôt, le permis va expirer, et quand il expirera, il n'y aura pas eu 2 ans d'emploi admissible pour présenter la demande de certificat de sélection du Québec, le fameux PEQ, le CSQ dans le PEQ, pour ensuite obtenir le CSQ 6 mois plus tard, pour ensuite pouvoir obtenir la résidence permanente. Donc là, le temps de travail ne sera pas suffisant. Or, pour présenter la demande de PEQ, il faut être à l'emploi. Donc là, ça veut dire, c'est la problématique de bon nombre de travailleurs, c'est que il faut qu'on prolonge le permis de travail ou qu'on fasse une demande de permis de travail. Et là, l'employeur ne veut pas faire le permis fermé, comme malheureusement beaucoup d'entreprises, surtout quand elles disposent d'un travailleur avec un permis ouvert où ils n'ont rien eu à payer, même s'ils apprécient le travailleur, ils ne sont pas toujours enclins à vouloir faire les démarches, payer les frais, et puis tous les aléas, et puis les difficultés qui sont maintenant qui existent. Donc là, on se retrouve avec comment je vais aller chercher ma résidence permanente. Zut, j'ai eu ma chance, mais j'aurais pas assez de moi. Là, il faut vérifier. Si on a un permis ouvert, si cet employeur ne veut pas le faire, est-ce qu'on peut quitter cet employeur, trouver un autre qui sera prêt à faire les démarches après avoir testé la qualité de l'employé, par exemple, période d'essai? Est-ce qu'on ne peut pas aller chercher un type de permis de travail spécifique lié à la qualité de l'entreprise, lié à une deuxième citoyenneté, lié à un programme particulier, lié à une réciprocité, lié à des expériences particulières? Il y a plein de programmes qui permettent d'aller chercher des permis dits fermés, mais pas comme on l'entend avec EIMT-CAQ, mais avec des dispenses de IMT-CAQ. Parfois, donc, c'est tout ça qu'il faut analyser. Moi, je passe mes journées à recevoir ce genre de courriel, à faire des consultations, à regarder ça, à clarifier certaines choses. Mais oui, est-ce que c'est un gros enjeu? Donc là, il y a 2 choses. C'est d'avoir l'information et d'aller chercher l'information pour voir si c'est faisable dans le terme de timing, de risque, de façon de procéder, et peut-être aussi commencer, et grâce à toi notamment Laurent, c'est ce que tu fais sur immigré.com, c'est de venir aussi faire comprendre aux employeurs, si tu veux pas perdre tout le monde, il va bien falloir à un moment investir. Un peu de flexibilité. Puis dans les démarches, puis accepter de te dire à un moment donné, la main-d'œuvre peut-être parfois facile, c'est agréable de pouvoir avoir des permis ouverts et des personnes qui ne justifient pas de démarche de ton côté. Mais s'ils t'aident, s'ils participent au développement de ton entreprise, il va bien falloir à un moment aussi peut-être penser à les aider si tu veux les garder à ton emploi. Absolument. Le message est peut-être passé jusqu'à l'employeur de cette personne. Une question, est-ce que la durée de 4 ans de permis de travail temporaire est maintenue selon l'ancienne loi ou y a-t-il des chances de renouveler le permis de travail, sachant qu'il reste
encore 11 mois. Oui, la question de Dina, bon, elle est d'actualité sans l'être non plus. Stratégiquement, c'est pas toujours ça. C'est que ce qui s'est passé il y a de nombreuses années, on est venu réduire la possibilité de prolonger les permis de travail, la durée des permis de travail dans le cadre du PTET, Programme des travailleurs étrangers temporaires, celui avec les fameuses IMT, en disant, bah, dans ce cadre-là, dans ce PTET, on peut pas multiplier les permis pour une certaine durée, allant 4 ans parfois. Et ce qui se passe normalement, si tu fais bien les choses, c'est que si tu as eu un permis une fois, deux fois, le troisième, sous réserve que tu puisses être admissible. Alors là, avec les moratoires, les gels, parfois les questions se posent, mais tu n'as pas vocation à le présenter dans le cadre du PTET. Tu le présentes dans le cadre soit d'un permis ouvert, soit via un CSQ obtenu, une résidence permanente qui s'en vient. Donc, la règle du 4 ans, sauf erreur, on pourrait vérifier ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'elle a été prolongée ou officiellement elle est toujours maintenue? Je pense que oui, mais maintenant c'est assez rare d'aller la chercher. On a vocation à ne pas tomber dedans puisqu'on peut sûrement présenter la troisième prolongation, si c'était ça, il y a 11 mois, pour essayer de trouver une autre option pour éviter d'avoir à se faire barrer la porte par cette limitation. Encore d'autres questions sur les visas temporaires. Je répète, donc on parle de visas temporaires aujourd'hui, non pas la RQ, la résidence permanente. Je suis en attente d'un visa temporaire lié à un permis de travail au salaire en cours EIMT. Sur le site du gouvernement, il est indiqué un délai de 68 jours ouvrables d'actualité. Donc, tout récemment, est-ce que ça a tendance à augmenter, se pose Ludovic? Bon, là, il y a plusieurs choses. C'est que le permis de travail ouvert, donc lié à un conjoint, a priori, lié à un permis fermé, oui, c'est ça. A priori, on imagine que c'est un permis de conjoint, donc ouvert lié à quelqu'un qui est titulaire d'un permis de travail fermé lié à une entreprise. Maintenant, le délai de traitement, bah, ça va dépendre des endroits où on le présente, au Canada, hors du Canada. Le délai de traitement en ce moment d'un permis de travail, on est plus proche, ça dépend, ce matin j'en ai eu en 2 mois et demi, mais on est normalement proche de 4 mois. Après, il y a une EIMT en cours, donc là, je ne comprends pas trop la formulation, mais si c'est une demande de permis qui a été soumise en attendant une EIMT et un CAQ qui a été lui-même soumis avant, il faut faire attention. C'est un point intéressant, Laurence. C'est que en ce moment, beaucoup d'entreprises disent bah, je vais aider mon travailleur, je vais soumettre une EIMT, un CAQ. Les délais de EIMT CAQ ont fortement augmenté, ils sont rendus à 3 mois, 4 mois, ça peut être très long. Le problème, c'est que tu fais ça par exemple en janvier, 4 mois, tu n'auras pas la réponse avant le mois de juin pour présenter la demande de permis de travail avec le IMT, le CAQ approuvé au mois de juin. Donc ce qui se passe, c'est qu'en mai, on vient présenter une demande de permis de travail liée à l'EIMT et le CAQ qui n'est pas encore obtenue, mais qui est sur le point de l'être. On justifie qu'on l'a envoyé. Donc l'employeur dit bah, regarde, j'ai fait les démarches, ça ne devrait pas tarder. La seule point, c'est quand on soumet une demande de permis de travail comme ça avec la preuve que l'EIMT et le CAQ sont en cours, on a normalement 60 jours pour venir compléter la demande en prouvant qu'ils ont été obtenus. Mais si tu fais ça et que tu n'es pas en mesure de venir dans les 60 jours compléter ta demande, le permis est refusé. D'accord. Donc là, ça crée la problématique. Et c'est sûr que sur Ludovic, pour répondre à la question, bah, encore une fois, bon là, il y a beaucoup de choses à regarder, puis peut-être à reformuler, puis je ne veux pas devenir trop technique, mais dans le point des délais, bah, les délais, il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui circulent. Après, lorsqu'on est soumis à plusieurs procédures en parallèle, bah, les délais, il y a les délais de IMT, il y a les délais CAQ, il y a les délais du permis en lui-même. Après, ce qui est mentionné sur le site internet, c'est principalement de l'estimation. Donc, c'est pas applicable à la journée près. C'est pas parce que tu arrives au 69e jour que ton permis est en retard. C'est des estimations. Parfois, tu peux en avoir qui durent plus. Parfois, ton voisin a fait la même demande en même temps que toi. Il va l'avoir 4 semaines avant toi. Pourquoi? Donc, c'est pas évident. Mais est-ce que 68, bon là, ça dépend. Je sais pas trop où il a lu le 68, mais les délais moyens actuellement sont plus proches de 4 mois sur un permis en interne au Canada.
Il y a beaucoup de questions, beaucoup, mais malheureusement, on arrive à la toute fin. Alors, je vais prendre une dernière question pour revenir sur ces fameux changements du 21 janvier dernier. Virginie pose la question par rapport au conjoint. Nous avons sollicité un EIMT avant le 21 janvier 2025. Est-ce que cela va permettre au conjoint de passer outre la réforme pour obtenir son permis de travail ouvert ou la réforme va s'appliquer quand même à son conjoint? Alors, Laurence, t'es vache pour la dernière question. Et puis, Virginie, tu vas lui mettre un coup de chaud. Le point, c'est que le 21 janvier, c'était une date, puis il y a eu beaucoup, j'ai reçu malheureusement beaucoup de personnes qui se sont trompées ou qui se sont fait mal conseiller. Euh, c'est que la demande de permis de travail pour bénéficier des anciens critères, un permis de moins de 6 mois et puis pas mal de professions admissibles, il fallait que la demande de permis ouvert lié au conjoint soit soumise avant le 21, donc au plus tard le 20 janvier. Mais c'est la demande de permis. Le IMT soumis avant le 21 janvier, c'est pas un permis de travail. Donc, si le permis n'a pas été soumis, et même pas encore maintenant, il va l'être maintenant, c'est pas tout à fait pareil. C'est que le IMT du conjoint, oui, bravo, c'est en cours, on l'aura 3 mois plus tard, la demande de permis va être soumise, peut-être, mais on sera rendu au mois de mai. Et si on est rendu au mois de mai, on est au-delà du 21 janvier, donc les critères nouveaux vont s'appliquer, c'est sûr. Merci Alexandre pour ces précisions. J'espère que c'est clair pour Virginie et ceux qui nous écoutent par rapport au conjoint. Eh bien, merci beaucoup Alexandre pour ces questions, beaucoup de questions-réponses. Aujourd'hui, vous avez encore beaucoup de questions. Il y en aura d'autres webinaires. Inscrivez-vous à notre newsletter pour ne pas manquer les futurs webinaires. On va revenir sur les questions de visa, temporaire, permanent, évidemment. Et on va tout suivre nos actualités sur immigré.com. Et également, Alexandre, on voit son adresse en bas de l'écran, si vous voulez le rejoindre, et également nous écrire via le chat de YouTube ou de Facebook. Là, on va répondre également à vos questions. Ça m'a fait plaisir, encore une fois, que tu sois parmi nous, Alexandre. Merci beaucoup. Merci à toi. Et écoutez, ne nous manquez pas. Écoutez nos anciens webinaires. Il y a aussi beaucoup de réponses qui sont répondues. Bon, on répond à de nombreuses questions. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. À bientôt. Salut à tous. Bye bye.